J'ai de vous accueillir ici à Coulommiers. J'ai Anne Larcher qui vient en voisine, la conseillère générale du canton de Rebais, et puis il y a un certain nombre d'élus présents, parce qu'il y a des têtes sympathiques et amicales que je connais dans la salle, élus ou non élus. Et encore une fois, Monsieur le Président, chers amis, bienvenue à Coulommiers. Merci en tout cas pour votre accueil, monsieur le Président. On a précisément vu que ça fait plus de 10 ans que nous n'étions pas venus à Coulommiers et on a l'habitude de tourner dans le département et on continuera à le faire. Alors je vais déjà, mesdames, messieurs, saluer tout le monde. Alors je vais être assez bref de peur d'en oublier. On a eu beaucoup d'excusés, alors je ne vais pas les lister bien sûr. En tout cas, merci monsieur élus, monsieur Riester, madame Anne Larcher. Merci les responsables au niveau départemental, donc je pense à la profession agricole, Christophe Duric pour la FDSEA et Patrick Saudry et la Chambre d'agriculture. Merci à l'ONCFS d'être venu en force, l'ONCFS avec qui nous avons de très bonnes relations et donc nous devons travailler ensemble. Donc au nom de mes collègues du conseil d'administration de la FDSEA et des collaborateurs de la FDC 77, pardon, je suis un peu ému dans ce cadre magnifique. Donc on a le plaisir de vous accueillir, tous les présidents d'associations aussi, que ce soit au niveau départemental ou au niveau local, tous les chasseurs. Je dirais qu'on est une assemblée générale, on est tous au même niveau, on est là comme une grande famille pour passer un moment agréable et puis pour faire un point sur l'année qui s'est écoulée et aussi pour avoir un petit peu sur les orientations qui vont se faire. Alors nous aurons le plaisir d'avoir la préfète à la fin de la matinée. Monsieur le directeur de la DDT doit arriver d'ici peu. Pour l'instant, il est représenté. Voilà, donc en tout cas, merci d'être venu aussi important. Alors je vais commencer par m'éloigner de la Seine-et-Marne parce que pour faire le point de tout ce qui s'est passé, eh bien, je dirais dans la façon dont est gérée les lois, on commence par l'Europe. Puisque ça nous paraît parfois très loin, mais on peut dire que 70% des lois qui sont faites en France déclinent de ce qui se passe en Europe, donc il est important d'être vigilant à ce qui se passe à Bruxelles. Bien sûr, nous avons une fédération, la FAS, la Fédération des associations de chasse européennes, qui représente 7 millions de chasseurs, donc c'est quand même une force importante qui est sur tous les sujets. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail parce qu'on pourrait y passer la matinée, mais que ce soit sur la conservation de la faune sauvage, sur la conservation de la biodiversité, sujet très à la mode, qui suscite beaucoup de choses, surtout les accords internationaux, puisque des fois ça décline ce qui va pouvoir se passer dans le pays. Donc là-dessus, on est vigilant. Sujet d'actualité, vous savez que les chasseurs sont toujours présents sur le terrain, sont là comme des sentinelles au niveau de la santé animale. Rappelez-vous de l'épisode de la grippe aviaire qui commence à être assez vieille, mais qui a été le début où on a reconnu les chasseurs étant présents partout sur tous les terrains sur la vigilance. Aujourd'hui, il y a des sujets plus importants comme la tuberculose, même si on commence à résorber le problème, il est loin d'être résolu, mais c'est important. Et puis la santé animale. Alors, comme je vous dis, ça peut paraître très loin, mais ça peut très vite avoir des conséquences non négligeables. Il y a moins de 2 semaines, il y a eu un amendement de José Bové qui a été déposé au Parlement, voulant interdire les appelants au niveau de la chasse. Imaginez les conséquences que ça pourrait avoir demain, que ce soit essentiellement pour les chasseurs de migrateurs, et ça aurait été, je dirais, vraiment dommageable pour la chasse française. Donc il est important d'être vigilant. Alors bien sûr, cet amendement de José Bové pour le compte des Verts a été retoqué, je dirais 164 voix contre 468. Alors vous allez me dire, il y avait la marge de manœuvre, on avait bien sûr agi avant, hein, que ce soit au niveau du PPE ou au niveau des socialistes, on avait la certitude qu'ils ne voteraient pas cet amendement, mais ce qui est dangereux, c'est que ce sont des sujets qui reviennent régulièrement et qui peuvent avoir des conséquences importantes. Et il faut être vigilant. Vous l'avez vu en France très récemment, un sujet qui a fait débat et qui va encore faire débat, bien sûr, c'est la rentrée de l'animal dans le code civil avec l'amendement de Glavany, sujet assez dangereux. Alors, aujourd'hui, entre guillemets, c'est, si je peux me permettre, une coquille vide, mais quelque part, c'est, je dirais, une porte ouverte. On sait très bien que certaines personnes voudraient aller plus loin.
l'animal rentre dans le code civil. Demain, ça peut avoir, je dirais, quelqu'un qui soit jusqu'à un être moral, et imaginez les conséquences que ça peut avoir dans le traitement que vous aurez de vos animaux de compagnie ou des animaux que nous avons à la chasse. Donc on peut, puisque nous avons quelques représentants ici, vous dire qu'il y a des moments où on a des inquiétudes, tout va très très vite dans notre société, les amendements vont très vite, et de temps en temps ils sortent des amendements, on ne sait pas d'où, mais qui peuvent avoir des conséquences, je ne veux pas dire dramatiques parce que je n'aime pas ce mot, mais non négligeables, et surtout sur le rapport de cette société. Alors bien sûr, nous, on continue à être vigilants. Dans les sujets européens aussi, qui a été d'actualité, c'était les armes à feu. Vous savez, il y a eu beaucoup d'inquiétudes sur le changement, sur la loi qui est sortie, l'arrêté est sorti le 6 septembre, la loi était plus d'1 an, ça c'est pareil, c'est dans le fonctionnement de l'État. On a des lois avec des arrêtés qui sortent 20 mois après. C'est en termes de fonctionnement assez surprenant dans une société où tout va très vite. Alors sur les armes à feu, avec les armuriers, les producteurs d'armes et de cartouches, on a eu beaucoup d'interventions au niveau du ministère. À l'époque, c'était avec M. Valls. Donc il n'y a pas eu beaucoup de changements au niveau national, malgré les craintes que nous avons. Par contre, en 2015, la directive armes s'arrête. Et là, on sait qu'au niveau Europe, ça peut devenir beaucoup plus rigoureux, sachant que la commissaire qui s'occupe de ce sujet est Mme Malmström, une Suédoise, et les Suédois sont beaucoup plus, tous les pays nordiques sont beaucoup plus rigoureux au niveau d'armes. On continuera à être vigilant. Alors vous voyez, Bruxelles, ça peut paraître très loin, mais dans la chasse de demain matin, ça peut être aussi très proche, donc il est important d'y être présent. Au niveau national, alors tout va très vite, bien sûr. Je vais là, en 3 ans, on vient d'avoir 3 ministres consécutifs, donc il faut être vigilant. À chaque fois, il y a du relationnel à faire. C'est pour ça qu'il est important d'être tous unis quand on est dans le monde de la chasse. Et je tenais à féliciter tous ceux qui travaillent, je sais qu'il y a M. Maurice qui est dedans, pour les éleveurs de gibier, l'Interprochasse qui réunit tous les acteurs du monde de la chasse. Alors c'est une machine qui a été longue à mettre en place, parce que entre les éleveurs de gibier, les producteurs d'aliments, les armuriers, les chasseurs, tout le monde n'a pas les mêmes objectifs précis, mais tout le monde va dans le même sens sur la défense de la chasse. Donc cette interprochasse a le mérite d'exister. Elle commence à avoir de belles actions de communication. Cet hiver, il y a eu les chasseurs ont du cœur, un super slogan, je dirais, puisque c'est plus que vrai. Donc ce slogan est vraiment important. Et puis il y a d'autres actions qui vont arriver pour la préservation. Il y a des études qui vont être lancées, notamment en lien avec l'OMPO au niveau de l'Europe, sur l'état de conservation des espèces, qui sera la défense de nos chasses de demain. Alors au niveau national, je dirais les changements qu'il y a eu cette année, il y a eu une loi sur les chasses commerciales, un arrêté sur les chasses commerciales. Donc là au moins ça clarifie bien les choses. C'est clair que Fédération de Seine-et-Marne, on défend la chasse du petit gibier naturel, mais il était clair que entre les chasses commerciales et les chasses de territoire ouvert sur du gibier sauvage, que les choses soient bien définies, c'est maintenant chose faite, donc c'est non négligeable. Il y a eu aussi le décret sur les dégâts de gibier, alors là qui a mis celui-là 2 ans à sortir. Je dirais c'était sur les dégâts de gibier qui est un grand sujet bien sûr, puisque tous les dégâts sont payés par les chasseurs. Et cette négociation qui a été faite avec la profession agricole a été une négociation, je dirais, gagnante-gagnante. La demande de la profession agricole, c'était de voir la fameuse baisse du taux d'abattement qui était de 5%. La demande des chasseurs était de dire on a beaucoup trop de petits dossiers qui coûtent plus cher en estimation. Alors là, désolé pour les estimateurs, mais ça vous fera un petit peu moins de travail, mais qui coûtent plus cher en estimation qu'en dégâts. Donc on est passé, quand je dis que c'était gagnant-gagnant, c'est-à-dire que l'abattement est passé de 5% à 2% et le seuil de 75 € à 230 €, qui fait que tout le monde s'y retrouve, et il est important dans le relationnel que cela se passe bien. Voilà. Donc de l'actualité, il y en a beaucoup. Il y a la loi de modernisation agricole, alors celle-là on y est directement concerné par le volet forêt. L'organisme public, l'ONCFS, reste indépendant. C'est d'ailleurs un des engagements qu'avait eu le président de la République et l'ancien Premier ministre. Donc gageons que ça reste là-dessus, mais il faut savoir que voilà, on a toujours des amis qui sont prêts à prendre nos outils.
Donc nous serons vigilants. La ministre ne s'est pas prononcée sur ce sujet-là, donc on continuera à être vigilant et à y travailler. Alors, je vais me rapprocher de la Seine-et-Marne petit à petit. Au niveau de la région, vous avez certainement entendu parler que maintenant, au niveau Île-de-France, il n'y a plus que deux fédérations. Il y a la Seine-et-Marne et puis le restant de l'Île-de-France qui est la FICIF avec son nouveau président Thierry Clerc. C'est vrai que la fédération de Paris, qui n'avait pas vraiment de territoire à gérer, ne trouvait pas vraiment sa place au niveau des fédérations. À l'époque, il y avait eu des questions posées, savoir si on faisait une seule fédération au niveau de l'Île-de-France ou si on en faisait deux. Le choix de la fédération de Seine-et-Marne a été de rester indépendant. Nous sommes certainement le département le plus rural d'Île-de-France, avec notre identité, notre culture, et nous avons préféré rester sur deux fédérations, alors ce qui n'empêchera pas de travailler avec la FICIF au niveau régional. Je pense que les sujets que nous avons en commun peuvent être la viande de gibier ou la gastronomie, puisque nous sommes dans une région où il y a beaucoup de monde, et où quand on parle de gibier, c'est beaucoup plus facile d'en parler par la gastronomie que des fois directement par l'activité synergétique. Donc nous travaillerons au niveau régional, mais nous avons gardé notre identité départementale. Je crois que si ma mémoire est bonne, la Seine-et-Marne est le plus vieux, ou l'un des plus vieux départements, puisqu'il date de 1780, alors que les autres départements ont changé au cours des temps. Donc nous avons notre historique que nous voulons garder. Nous avons vraiment, je dirais, notre identité. Au niveau Seine-et-Marne, je dirais, tout va bien. Le schéma départemental 2014-2020 a été signé dans une bonne ambiance. Je rappellerai une phrase de mon collègue gallois à la Fédération européenne qui dit « Tous les jours, on a des occasions de se fâcher avec son voisin, il faut donc chercher les occasions de parler avec lui. » Et je pense que c'est ce que nous avons voulu faire dans le département, que ce soit avec les agriculteurs, que ce soit avec les forestiers, que ce soit avec les propriétaires, que ce soit avec l'administration, que ce soit avec l'ONCFS, que ce soit avec les lieutenants de tri. Nous avons un dialogue. Nous n'avons pas toujours, je dirais, les mêmes idées, on n'est pas dans la pensée unique, mais nous discutons toujours ensemble dans le respect de chacun, ce qui permet de faire avancer et d'avoir, je dirais, une ambiance de travail importante qui aboutit à des choses concrètes et qui sont basées sur du dur, sur un socle solide. Et il est clair que nous sommes vigilants à cette entente et nous veillerons à ce que personne ne trouble cette entente dans le département. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Et je dirais, le résultat de ceci, c'est que le schéma départemental a été voté à l'unanimité, sauf l'abstention des associations environnementalistes. Alors je dirais une abstention des associations environnementalistes, c'est presque une acceptation, parce qu'avant ils votaient contre, maintenant ils s'abstiennent. Alors c'est clair qu'ils ont toujours du mal à s'afficher avec nous, mais quelque part, ne pas voter contre, c'est reconnaître le travail qui a été fait. Alors c'est clair que nous essayons de leur prendre la main.